Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver sur l'IFPAS TV. Nous sommes ensemble pour une nouvelle émission des décideurs engagés de la banque et de l'assurance en partenariat avec l'Hémicycle. Le groupe IFPAS en partenariat avec l'Hémicycle vous présente les décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Tout comprendre sur le marché, ses enjeux, les stratégies et les perspectives d'évolution dans un monde qui change. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Bourlan, directeur général de la First Abu Dhabi Bank, président aussi du Cercle des banques étrangères en France. Bonjour et bienvenue, merci d'être là. Alors, nous allons explorer avec vous un secteur que l'on connaît un petit peu moins bien, c'est celui des banques étrangères. Vous nous parlerez bien sûr de la First Abu Dhabi Bank, qui a choisi la France pour développer ses activités en Europe. Ce sera l'occasion de parler de votre stratégie. Et puis on évoquera aussi l'attractivité des banques internationales et les métiers que l'on peut y exercer. Mais tout d'abord, un mot de votre parcours. Un parcours très international, des débuts aussi dans la finance. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers le secteur bancaire et qu'est-ce qui vous passionne encore dans ce secteur ? C'est la diversité en fait des métiers qui m'a toujours intéressé, qui m'a paru très attractive. C'était déjà dès le plus jeune âge, si je puis dire, une volonté d'aller vers l'international, d'envisager une carrière qui dépasse un peu les frontières de l'Hexagone, pour finalement m'y retrouver quelques dizaines d'années plus tard. Mais des vraies opportunités que j'estimais plus fortes et plus importantes à l'international plutôt que dans le simple marché français. Alors, votre carrière commence à Londres. Oui. C'est un vrai choix stratégique, alors si j'entends bien. Oui, Londres était à l'époque, ça remonte à la fin des années 80, pour être parfaitement honnête. C'était l'époque du Big Bang, qui était vraiment un moment où les marchés se dérégulaient, où il y avait un appel d'air extraordinaire et où on sortait un peu du caractère société de bourse, charge d'agent de change à l'époque, comme on disait, qui était encore extrêmement bloqué en termes de développement commercial pour les investisseurs et pour les divers intervenants. Alors, qu'est-ce que ce passage par Londres vous a appris que Paris ne vous aurait pas apporté à l'époque ? Alors, à l'époque, Londres était vraiment de très loin la première place financière en Europe. À l'époque, bien sûr, le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne, ce qui facilitait aussi. Ils avaient un avantage compétitif très clair. La plupart des grandes banques internationales, d'ailleurs, étaient présentes à Londres, avec en général un bureau annexe à Paris et pas beaucoup plus. Donc c'était là le marché qui était vraiment le plus porteur et de très loin. Votre parcours passe par des banques très différentes, ING, VTB, Ecobank, QNB, aujourd'hui FAB, la First Abu Dhabi Bank. Alors, qu'est-ce qui a guidé vos choix ? En fait, à la fois des opportunités, parce que quand on devient un dirigeant à peu près reconnu sur son marché, de temps en temps, vous recevez des coups de fil de l'un ou de l'autre, un chasseur de tête, un confrère qui a besoin de staffer un peu plus son état-major et qui vous fait signe. Et à côté de ça aussi, le caractère précis des opportunités qui me paraissaient plus importantes dans le monde de la banque internationale que dans le monde de la banque française, en particulier avec une rapidité certainement plus importante pour obtenir des vraies responsabilités. Justement, ça fait partie des enseignements que vous tirez de vos années à l'international. En quoi ça vous sert aujourd'hui ? Ça me sert aujourd'hui. D'abord, il faut démontrer une capacité d'adaptabilité très forte. Et ça, je crois que c'est vraiment important dans le monde des affaires, au sens large. Aujourd'hui, la relation client en particulier, elle se comprend, elle se bonifie si vous comprenez réellement bien les attentes de vos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'au niveau des banques internationales, la culture du client, à mon avis, a été beaucoup plus développée dans les banques internationales que dans les banques françaises traditionnelles. Évidemment, ça a changé. Là, je remonte à la fin des années 90, années 2000. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait une attention aux besoins du client plus forte dans le monde des banques internationales. Et comme moi, j'étais sur le plan commercial pendant une grande partie de mon parcours, ce sont des choses auxquelles j'étais très sensible.
Alors, vous êtes président aussi du Cercle des banques étrangères en France. Qu'est-ce que vous apporte cette casquette? Alors, c'est très simple. C'est à la fois une association d'une 50aine de banques étrangères qui se réunissent régulièrement, au moins une fois par mois, autour d'événements, autour de thèmes, autour de sujets d'actualité, bien sûr, et qui nous permet aussi de comparer, nos soucis respectifs, qui sont un peu différents des grandes banques françaises, de réseaux installés sur le marché français depuis parfois plus de 150 ans, et deuxièmement, qui nous permet aussi de nous faire entendre auprès des instances de supervision, la CPR, la Banque de France, mais également le ministère de l'économie et des finances, qui de temps en temps a besoin d'entendre ce que les banques étrangères et les investisseurs étrangers derrière elles ont à dire sur leurs investissements français. Alors, quand on travaille pour des banques russes, africaines, qatari, émiraties, est-ce qu'on apprend un autre métier que les métiers de banque occidentale classique? Alors oui et non. Ce qu'on apprend, c'est d'abord savoir s'adapter à des cultures extrêmement différentes. C'est vrai qu'entre une banque d'origine nigériane et une banque russe ou une banque des Émirats arabes unis aujourd'hui, les différences culturelles sont importantes. Et c'est une des premières obligations qu'on a quand on entre dans ce type de maison, c'est de comprendre la culture de la maison mère et de savoir que les méthodes seront probablement différentes de ce que nous connaissons sur le marché français, mais qui ont besoin d'être entendues pour simplement se donner les chances de réussir au sein de ces institutions. Et au-delà de ça, le corpus est commun. C'est-à-dire quand vous êtes une banque étrangère en France, vous êtes régulé, supervisé par la CPR, qui supervise l'ensemble des banques étrangères et françaises sur le marché français. Donc vous devez respecter tous les sujets de gouvernance, de conformité, d'analyse des risques, de relations commerciales aussi avec les clients. Vous êtes évidemment astreint aux mêmes contraintes que nos confrères français. Alors on va parler justement de ces différents métiers. On plonge dans les coulisses d'une banque internationale. Avant d'explorer les différents métiers, tout d'abord, qu'est-ce qui distingue une banque étrangère, une banque internationale, d'une banque nationale? Alors une banque internationale, par principe, elle va regarder son client dans l'ensemble de ses activités dans le monde. Ce qui est une des caractéristiques que j'ai connues à la fois, évidemment, aujourd'hui chez FAB, mais dans le passé, chez VTB, chez ING, chez Ecobank. C'était de considérer un client non pas marché par marché, mais dans sa globalité. Et c'est aussi pour ça que les implantations en France des banques étrangères sont importantes, parce que quand vous traitez avec des clients aussi importants que Engie, Total Energy, Dassault, Airbus, vous avez besoin de leur garantir un traitement entre guillemets équivalent, pays par pays, marché par marché, produit par produit. Ce que cherchent les grands trésoriers de ces entreprises ou les directions financières, c'est une uniformité dans la qualité de service que vous leur proposez. Et ça, c'est clairement un des atouts, entre guillemets, des banques internationales qui ont un vrai réseau et qui comprennent que si vous traitez avec Veolia dans le monde entier, Veolia à Singapour, par exemple, sera traité avec, entre guillemets, les honneurs dus à son rang. C'est-à-dire qu'ils auront une vraie coordination avec la maison mère et la direction financière centrale. Ça, c'est quelque chose qui nous différencie. Les banques nationales, entre guillemets, de temps en temps, pourront accompagner un client sur un produit, sur un marché. Nous, on a une approche globale. C'est comme ça qu'on pense pouvoir être très relevant vis-à-vis de nos clients. Vous êtes plus des banques de niche, d'expertise que des banques de volume, si j'entends bien. Absolument. Par exemple, First Abu Dhabi Bank, aujourd'hui, jamais ne va se poser en concurrent de BNP Paribas ou de la Société Générale ou du Crédit Mutuel en France. Ce n'est pas du tout l'objet. Nous ne serons jamais une banque de particuliers, nous ne serons jamais une banque de PME en France, parce que, quand je dis jamais, sauf évidemment acquisition éventuelle un jour, mais dans le cadre de notre croissance organique, ce ne sera jamais la stratégie. Le vrai but du jeu pour nous, c'est de trouver la valeur ajoutée que l'on va apporter à un grand client qui, il faut le savoir, a déjà une cinquantaine, voire une centaine de banques à l'international. Et quelle est notre valeur ajoutée? Quel est le point d'accroche que l'on va définir? Et à partir de ce point d'accroche, construire une relation dans la durée. On parle beaucoup dans le monde bancaire de banques transactionnelles ou de banques relationnelles.
Nous, on essaie de faire un peu les deux. On essaie d'avoir des compétences produits, des compétences marché, métier, mais en même temps de comprendre que ce qui compte, c'est la relation avec le client, entreprise, dans la durée. Le sur-mesure, en quelque sorte. Le sur-mesure, mais surtout dans une logique de durée. Ce qui correspond d'ailleurs très bien, en l'occurrence, à la vision aussi que ma banque aujourd'hui, First Abu Dhabi, a dans l'investissement de long terme. On n'est pas du tout une banque qui va faire une opération avec tel ou tel client en France, et puis après remiser le dossier dans une étagère, et puis passer à un autre. Non. Le vrai sujet, comme je viens de le dire, c'est de construire cette relation et de le faire dans la durée, en exploitant évidemment nos valeurs ajoutées, marché par marché. Alors justement, qu'est-ce que ça change au niveau des métiers que l'on peut exercer dans une banque étrangère et chez First Abu Dhabi Bank? Alors, les métiers, vous aurez toujours un corpus commun, une fois de plus, qui seront les vrais sujets, en particulier les fonctions support, comme on dit dans notre jargon, à savoir le risque, le crédit, la conformité, l'audit, qui sont la direction juridique, bien sûr, je ne dois pas oublier, qui sont évidemment des points clés et que nous devons avoir pour être simplement analysés de façon favorable par le superviseur français. À côté de ça, ce qui va changer, c'est d'essayer de trouver, encore une fois, métier par métier, ce qui va nous différencier. Nous cherchons à être différenciants par rapport à l'ensemble de nos partenaires et confrères français, mais en même temps être capable d'intéresser un client. Encore une fois, le vrai sujet, c'est comment faire qu'un groupe qui a déjà une cinquantaine ou une centaine de relations bancaires puisse s'intéresser à notre offre aujourd'hui, en regardant évidemment un marché bien spécifique. Bon, notre home base, si je puis dire, aujourd'hui, c'est évidemment le Moyen-Orient, le Golfe, les Émirats arabes unis, bien sûr, où nous sommes largement en tête, entre guillemets, des banques locales, mais également l'Arabie saoudite et également l'Égypte, qui sont nos deux marchés domestiques aussi, entre guillemets, importants dans le Moyen-Orient. Et où nous avons un avantage compétitif quand nous nous comparons à des banques internationales ou des banques françaises qui peuvent être présentes là-bas, mais qui n'ont certainement pas notre capacité d'intervention comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, des métiers classiques, mais des métiers spécifiques aussi, qui nécessitent certaines compétences. Et on va écouter justement la question d'une alternante qui est en BTS deuxième année. On va écouter Ritej Yaya. Bonjour Monsieur Bourlan, je me présente, je suis Yaya Ritej, étudiante à l'IFPAS en deuxième année de BTS. J'aurais une question à vous poser. Représenter une grande banque étrangère en France implique-t-il davantage de diplomatie que de stratégie? Qu'il faut être plus diplomate. Alors, dans la diplomatie joue un rôle, c'est évident. Et justement, pour rebondir sur cette question tout à fait valide, il faut par exemple parler de la qualité de la relation aujourd'hui entre les Émirats et la France. Nos deux présidents sont manifestement des amis. Le président Macron se rend régulièrement aux Émirats, tout comme le président Al Nahyan vient en France régulièrement. Il y a eu, il y a 4 ans, la constitution d'un haut conseil économique Émirats-France qui réunit la crème de la crème des grands patrons français et l'équivalent aux Émirats, avec en particulier les grands investisseurs que sont Mubadala, Adia, ADQ, etc., etc. Donc, ce qui compte, et là je reviens sur la partie diplomatie, c'est évidemment qu'il y ait une bonne compréhension au niveau le plus senior des deux pays, parce que c'est important. La France est un partenaire important des Émirats. Nous avons une base militaire là-bas. Aujourd'hui, dans le monde que nous connaissons, avoir 2500 soldats français basés à Abu Dhabi, évidemment, ça a un impact important. Nous assurons d'ailleurs des missions de surveillance pour le compte des Émirats, avec évidemment leur pleine et entière collaboration. Mais ça, ce sont des choses qui sont vraiment la base pour la diplomatie. Après, la stratégie de la banque, elle est aussi autonome. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus dépendre de ce que tel ministre ou tel conseiller diplomatique va vouloir faire ou envisager de faire. Mais il est vrai que pour les Émirats, c'est un vrai sujet où on essaye de vraiment impliquer à la fois le côté diplomatique, et ça se transmet aussi, ça se traduit aussi par une coopération très proche avec l'ambassade des Émirats en France, par exemple, que je rencontre absolument tous les mois à minima, où il y a une bonne intelligence et une bonne interaction entre les intérêts du pays et le besoin de développement et la stratégie d'une banque. Mais ça veut dire qu'il faut des capacités financières, bien sûr, des compétences financières, mais aussi un peu de géopolitique.
La géopolitique est jamais totalement absente. C'est-à-dire que les Émirats, vous le savez, sont un pays qui viennent de rejoindre d'ailleurs les BRICS, ce qui était une grande évolution depuis, dans leur approche. Ils prônent un non-alignement, même si évidemment les États-Unis sont un partenaire très proche et historique, tout comme ils le sont pour d'autres pays de la région. Mais la géopolitique n'est pas totalement absente. Il y a aussi évidemment la relation particulière, et l'actualité nous le montre aujourd'hui sous un angle extrêmement noir, avec l'Iran. Les Émirats ont servi et servent toujours de go-between, d'intermédiaire aussi entre l'Iran aujourd'hui économique, qui existe toujours, et le reste du monde, ce qui ne va pas sans poser un certain nombre de débats aujourd'hui, vous imaginez. Alors pour les jeunes qui nous regardent, quels sont les profils que vous recrutez? Alors dans ces banques étrangères internationales, pas mal de profils seniors, mais des jeunes aussi, qui ont toute leur place. Beaucoup de jeunes qui ont toute leur place. Aujourd'hui, la banque en France espère bien, sous ma houlette, doubler ses effectifs. Donc on est une 50aine de salariés aujourd'hui, on devrait passer à une centaine à horizon 18-24 mois. Évidemment qu'on va recruter des jeunes, évidemment qu'on est intéressé par des profils qui sont des profils où évidemment une ou deux langues étrangères ne feront pas de mal. La langue de travail chez Fab, c'est l'anglais bien sûr, l'arabe est un plus évidemment, mais n'est certainement pas indispensable. Mais l'anglais courant des affaires est, lui, en revanche, indispensable. Les profils ont besoin, je pense que c'est, encore une fois, je reviens à ce que j'évoquais sur mon propre parcours, le vrai sujet, c'est une accélération de carrière, si je puis dire. Vous intégrez Fab, vous n'intégrez pas, sans être péjoratif, on n'intègre pas la Banque Postale ou le Crédit Mutuel Arkéa, par exemple. Oui, il faut se préparer à une mobilité géographique. Mobilité géographique, ouverture sur aussi une réactivité. C'est-à-dire que vous arrivez dans une banque comme la nôtre, vous êtes recruté pour un job qui va durer 2 à 3 ans. Conseiller commercial, auditeur, analyste crédit, tous les postes évidemment sont disponibles parce qu'on a besoin de se développer dans tous les métiers. Mais l'avantage, me semble-t-il, en particulier pour un jeune qui a besoin d'évoluer très vite et qui a besoin de changer aussi de perspective, est de trouver aussi sa voie. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour être commercial, entreprise, tout le monde n'est pas fait pour être analyste de crédit, tout le monde n'est pas fait pour être comptable. Il y a vraiment des métiers qui ont besoin d'évoluer et des gens qui ont besoin de se trouver parmi qui ont besoin de trouver leur vraie vocation et là où ils seront le meilleur. Ça, je pense que dans une banque étrangère, en particulier chez nous, mais pas seulement, bien sûr, vous aurez plus de passerelles faciles. La difficulté avec certaines banques plus traditionnelles, françaises, est que vous intégrez, par exemple, l'inspection, vous intégrez la direction des crédits, et là, vous êtes parti pour un long parcours sans pouvoir bouger. Donc, du coup, ça rend les métiers au sein de Fab et de banques étrangères plus attractifs que dans une banque nationale? Il me semble. C'est un secteur qui souffre un peu d'un déficit d'attractivité? Le monde bancaire est mal connu quand même. Les métiers de la banque sont encore mal connus et souvent on est considéré comme une industrie du passé. On ne voit pas toutes les innovations qui se passent aujourd'hui. Heureusement, il y a certains nouveaux acteurs dans la banque Internet, sur les marchés, sur les réseaux qui heureusement font bouger un petit peu les choses. Mais je pense qu'on souffre encore d'un déficit de connaissances sur nos métiers et sur l'attractivité de nos métiers parmi la population jeune, étudiante et post-étudiante. Donc là, je crois que dans une banque étrangère, de mon point de vue, et mon parcours, moi, à mon avis, le démontre aussi, les opportunités seront plus nombreuses. Il faut être réactif, il faut être aussi ambitieux, évidemment, parce qu'on vous attendra. Chez nous, comme chez beaucoup d'autres, le côté des résultats que vous produisez va jouer. Il faut être prêt à prendre ce challenge. Mais j'espère que quand on a 20-25 ans, on est ambitieux, on a envie de réussir. Allez, on fait plus amplement connaissance avec Fab, qui a des ambitions fortes à l'international.
Donc la First Abu Dhabi Bank est une banque récente, qui a 8 ans presque d'existence. Tout à fait. Et qui fait envie quand même quand on voit ces chiffres. Quelques chiffres. Oui, quand on voit ces chiffres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors nous sommes effectivement à la réunion de la fusion de 2 banques d'Abu Dhabi, création effectivement en 2018. Aujourd'hui, un total de bilan qui dépasse 350 milliards de dollars, une capitalisation boursière de l'ordre de 54 milliards de dollars. Et on attend nos résultats, alors je ne peux pas en parler trop, mais enfin, sur la base des résultats aux 9 premiers mois de 2025, on devrait dépasser assez largement 5 milliards de dollars de résultats nets, ce qui pour une banque de notre catégorie est très encourageant. Je passe sur les ratios prudentiels et autres qui sont excellents. Mais c'est vrai que c'est une banque qui a l'avantage d'avoir des actionnaires extrêmement, entre guillemets, riches, qui veulent investir. C'est un peu le problème des Émirats, ceci dit sans forfanterie. Mais on parle d'excédent budgétaire aux Émirats arabes unis, on ne parle pas de déficit budgétaire. Donc évidemment, ça fait rêver. Et évidemment, il s'agit de trouver les emplois pour ces ressources qui sont effectivement extrêmement importantes. La banque marche très bien. Aujourd'hui, nous sommes largement le numéro 1 aux Émirats arabes unis. Donc la croissance passe par l'international. D'où les projets qu'on va aborder. De vous développer en Europe. Mais avant ça, quand même, un petit mot sur le positionnement de FAB. Et puis sur le fait, il faut le souligner quand même, que la direction générale est tenue par une femme. Complètement. Je crois que c'est important de le souligner, vous avez parfaitement raison. Les préjugés sur le monde arabe sont nombreux, et en particulier la place de la femme dans l'entreprise, dans la société, plus généralement. Mais en ce qui nous concerne, nous avons 4 femmes qui sont au comité de direction de la banque, 2 au conseil d'administration, sur un total de 11 et 12 de mémoire. Ce qui démontre quand même déjà une modernité là-dessus. Madame Al-Rostamani, notre directrice générale groupe, a rejoint la banque il y a maintenant une vingtaine d'années. On a pris la direction générale il y a 6 ans et c'est sous sa houlette que nous avons vraiment commencé ce développement international qui est la clé de notre prochain développement. Donc vous mettez le cap, puisqu'on parle de développement international, vers l'Europe. C'est vraiment un marché prioritaire, le marché prioritaire? Alors, c'est un des marchés prioritaires, je dirais. Aujourd'hui, l'Asie, vous savez, il ne faut jamais oublier, et on revient peut-être une seconde à la géopolitique, quand on est basé à Abu Dhabi ou aux Émirats, le soleil se lève aussi à l'Est. Et donc l'Est, c'est l'Asie, c'est le potentiel de croissance de l'Asie, Singapour, Hong Kong, la Chine, et pas seulement. Donc évidemment que l'Asie va continuer à rester un pôle important de croissance. L'Inde en particulier, nous sommes devenus très importants en peu d'années. Donc ça restera toujours vrai. En revanche, l'Europe, malgré ses défauts, malgré ses quelques scléroses, l'Europe reste un continent extrêmement riche, avec des économies matures, certes, avec des taux de croissance, certes, très différents de ceux qu'on connaît dans le Golfe, mais où la richesse intrinsèque des pays reste importante. Leur qualité aussi. Je sais qu'aujourd'hui, quand on écoute les nouvelles, le marché français, l'Europe est quand même interroge un petit peu. On parle souvent du vieux continent. Vieux continent, à juste titre. Mais néanmoins, la base aussi est très, très importante. L'infrastructure, la qualité de la formation, la richesse accumulée aussi. Il faut bien réaliser, quand on voit les chiffres que sortent certains aujourd'hui sur les actifs financiers des Français, on voit quand même que c'est important. Et on peut dire la même chose encore plus probablement pour l'Allemagne. Donc l'Europe, l'un des marchés prioritaires. Et vous avez choisi la France comme hub européen stratégique. On va voir pourquoi, mais on va écouter cette autre question d'un alternant, une question d'Adam, qui lui est en BTS première année. On l'écoute. Bonjour Monsieur Bourlan, je m'appelle Adam, je suis en première année de BTS Banque et j'avais une question pour vous. La France est-elle une porte d'entrée vers l'Europe pour les capitaux du Moyen-Orient ? Alors la réponse est oui. On peut déjà rassurer Adam, c'est vraiment une porte d'entrée. En fait, traditionnellement, les pays du Moyen-Orient, et là j'englobe les autres, à savoir les Saoudiens, les Qataris, les Koweïtiens, qui sont les vrais grands investisseurs, avec les Émirats bien sûr en Europe, sont depuis très longtemps investis sur le marché européen, mais avaient tendance, pour des raisons aussi historiques et diplomatiques, à avoir commencé par le Royaume-Uni.
Donc très traditionnellement, Londres et le Royaume-Uni au sens large étaient vraiment le réceptacle premier de tous les investissements du Golfe. Ça fait environ une trentaine d'années que les Émirats ont découvert l'Europe continentale, en particulier la France, où ils ont des intérêts privés depuis toujours, tout comme les Saoudiens et les Qataris qui sont, eux, arrivés un petit peu plus tard, mais avec aussi leur force de frappe. Oui, parce qu'on s'interroge, quand on voit les incertitudes économiques, politiques en France, on se demande pourquoi ne pas avoir choisi Londres. Alors le Brexit est passé par là, Voilà. mais pourquoi pas Francfort ou Amsterdam, par exemple? Écoutez, chez nous, la question s'est posée. C'est-à-dire qu'au moment où la décision a été prise de vraiment commencer ou accentuer ou accélérer notre développement européen, on a regardé 3 options à part Paris, qui étaient Dublin, Luxembourg et Francfort. Alors, il y avait évidemment des connotations fiscales derrière tout ça, parce que nos amis des Émirats, qui connaissent pas tout à fait la fiscalité comme nous en France, étaient légèrement embarrassés par le contexte français. Ils sont être surpris. Ils sont un petit peu surpris. Heureusement, ils sont là depuis longtemps, donc ils sont désormais à peu près habitués. Mais au-delà de ça, il y avait une raison simple aussi et basique, c'est-à-dire nous sommes présents à Paris depuis 38 ans. Alors certes, quand nous sommes arrivés, pendant longtemps, l'activité s'est résumée à la gestion en fait, de quelques comptes courants, de quelques grands clients privés des Émirats. Et ça fait simplement une dizaine d'années qu'on a vraiment développé nos activités françaises, en particulier vers les grands groupes français. Parce que c'est vrai que la France a des atouts, mais il y a quand même cette imposition qui est élevée, il y a la lourdeur administrative, la France qui est perçue souvent comme plus complexe, plus réglementée. Qu'est-ce qui vous a fait passer outre? Écoutez, d'abord, je pense qu'on en revient là aussi, et peut-être quelque part à la politique. Mais quand le président Macron a été élu en 2017, je crois qu'il était grand temps, sans porter de jugement, de remettre l'attractivité de la France sur le devant. Ce qu'il a fait très bien. Plein de mesures ont été prises, comme vous le savez, sur l'imposition, en particulier des personnels de haut niveau dans le monde bancaire. Ça, c'était un des grands axes qui a permis aux banques américaines de réinvestir le marché français. Par exemple, mais les banques américaines, qu'on le veuille ou non, restent les plus importantes du marché ici. Et les voir revenir, les voir transférer, grâce au Brexit que vous évoquiez, une partie de leurs activités, de leurs équipes vers Paris a été un vrai plus. Mais ça a été fait grâce aux mesures qui ont été prises par le gouvernement, je dirais, Macron 1, entre guillemets. Donc ça, c'était quelque chose de très positif. Et nous, on a regardé ça avec aussi le prisme des Émirats, qui est un prisme sur le temps long. Nous sommes un pays qui a l'avantage, entre guillemets, d'avoir une perspective de génération de revenus liée au pétrole, mais pas seulement, je pense qu'on y reviendra, avec un horizon qui est de 50 à 70 ans. Donc regarder notre développement en Europe en restant sur notre base aujourd'hui parisienne, mais évidemment en s'autorisant, dès que nous aurons notre agrément bancaire, ce qui est en cours aujourd'hui, à aller vers l'Allemagne, vers l'Espagne, vers l'Italie, qui sont les 3 pays clés pour nous, dans la mesure où les investisseurs du Golfe, et en particulier des Émirats, ont déjà investi ces pays avec beaucoup d'importance. Que peut apporter FAB à l'Europe? Voilà, quel type d'investissement comptez-vous nous, apporter à l'Europe, le but du jeu, c'est de développer nos équipes commerciales à Paris, c'est d'accompagner la plupart des grands groupes aujourd'hui qui s'intéressent à notre région, mais pas seulement. C'est-à-dire que pendant longtemps, si un groupe européen n'avait pas un axe vers le Golfe ou le Moyen-Orient, nous regardions, mais nous ne regardions pas de façon prioritaire. Aujourd'hui, ça a changé. Et c'est aussi par rapport à la stratégie globale de la banque. Pendant longtemps, FAB a été, on va dire, une banque qui avait son marché domestique et qui avait un réseau international qui lui apportait des opérations. Aujourd'hui, le paradigme a totalement changé. Aujourd'hui, nous voulons être une grande banque internationale dont le siège est à Abu Dhabi. Ce qui est très différent en termes de culture, en termes de mentalité, si je puis dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Et on va accompagner des groupes aujourd'hui
importants en Europe qui ont aussi besoin de renouveler leurs partenaires bancaires. Vous le savez, il y a des banques qui souffrent de certaines difficultés. Il y a des banques qui ont besoin de revoir leur modèle économique parce que des coefficients d'exploitation beaucoup trop importants, donc une vraie remise en question de leur modèle fondamental. Et ça, nous, on est là pour prendre la place. On a la chance d'avoir des fonds propres, ce qui est vraiment la clé, vous savez, aujourd'hui. Et ça, on veut les mettre à disposition du tissu économique européen. Élargir aussi votre clientèle, peut-être aussi votre offre d'investissement, d'où le partenariat avec Amundi. D'où le partenariat avec Amundi. Effectivement, nous étions, on peut le dire humblement, peut-être un petit peu en retard sur les activités de gestion de trésorerie, gestion d'actifs, par rapport à certains de nos concurrents, par rapport aux grands noms qu'on connaît de la place. Aujourd'hui, le partenariat avec Amundi, qui vient d'être annoncé il y a à peine quelques semaines et qui va évidemment avoir besoin de temps pour se mettre en musique, si je puis dire, c'est vraiment permettre à nos clients FAB, entre guillemets, d'accéder à une plateforme formidable qui est celle d'Amundi. Amundi n'est pas par hasard le premier gestionnaire d'actifs du continent européen. Et on pense utiliser Amundi, si je puis dire, comme une espèce d'accélérateur de stratégie dans le développement de l'asset management, de la gestion d'actifs. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est clé. Tout comme eux sont intéressés, évidemment, par un partenariat dans des nouveaux pays, de leur point de vue, où ils vont gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que se développer de façon organique aux Émirats est un long exercice. Là, avec l'accès via FAB, je pense que ce sera un très bon partenariat. Allez, quelques minutes pour évoquer encore 2 points. Oui. Les nouvelles technologies, vous dites en pointe. Donc, que représente l'innovation chez FAB ? Alors, l'innovation est très importante. Aujourd'hui, ça c'est anecdotique, mais c'est probablement lié à ma génération, mais je suis astreint à un certain nombre de formations sur, non pas ChatGPT, mais Copilot de Microsoft, ce qui d'ailleurs m'oblige un petit peu à sortir de ma zone de confort, pour être parfaitement honnête. Mais qui montre aussi qu'au niveau d'une banque comme FAB et au niveau aussi du pays, l'intelligence artificielle et tout ce qui concerne les innovations technologiques sont vraiment clés. Et j'en reviens aussi à un point concernant les Émirats. Aujourd'hui, c'est je pense un ratio que peu de gens connaissent, mais le PNB en fait, des Émirats aujourd'hui est constitué seulement, si je puis dire, à 30% par les hydrocarbures et tout ce qui entoure les hydrocarbures, et 70% autres, entre guillemets. Et dans les autres, il y a les biotech, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'industrie aussi, il y a évidemment les services, le tourisme, les services financiers, et beaucoup de start-up. Donc ça, c'est vraiment un axe, et là-dessus, là encore, sans comparaison n'est pas raison, mais quand je vois le dirigisme bien pensé d'un pays comme celui des Émirats, où la capacité à comprendre quelles sont les grandes orientations du monde qui vient, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Alors, vous dites aussi vouloir miser beaucoup sur la finance durable. Oui. Alors, ce qui peut étonner. Oui, bien sûr. Et justement, on va écouter une autre alternante en BTS deuxième année, qui est Shaima Ouchra. Je me présente, Ouchra Shaima, je suis étudiante au sein de l'école IFPAS en deuxième année de BTS et j'aurais une question pour vous. Pour une banque issue d'un pays producteur d'hydrocarbures, la transition écologique est-elle d'abord une responsabilité morale, un impératif économique ou une nécessité stratégique ? Bonne question. Excellente question. Quand on a le nom Abu Dhabi dans son... on a des doutes. On a des doutes, évidemment, parce que les préjugés, qui parfois ne sont pas totalement faux, soyons clairs, ont parfois la vie dure. Alors je ne reviens pas sur mon ratio 30-70 que je viens d'évoquer, mais ce qui est clair aussi, c'est que nous, en particulier, First Abu Dhabi Bank, sommes impliqués dans ce développement. À la suite de la COP28 qui a eu lieu en décembre 2023 à Dubaï, qui avait d'ailleurs provoqué un certain nombre de haussements de sourcils, parce que là aussi, ça paraissait particulier d'organiser une COP aux Émirats. Des engagements ont été pris, alors au niveau du pays bien sûr, mais aussi de la banque. Je citerai seulement un objectif que j'ai en tête, qui est de constituer 135 milliards de dollars de financement vert, entre guillemets, réellement vert, à horizon 2030. Nous sommes déjà à 105 aujourd'hui, à la fin 2025. Ce qui démontre, si je puis dire, que la banque s'implique dans ces sujets-là, tout comme le pays.
Aujourd'hui, il faut bien comprendre, et là je reviens sur le côté moral, je me méfie des mots... elle s'implique par conviction ou par pression des clients. En fait, c'est là toute la question. Il y a une part, on peut estimer qu'il y a une part de conviction, parce que la transition énergétique concerne aussi les pays producteurs de pétrole. Aujourd'hui, les plus grandes fermes solaires au monde sont aux Émirats. Ça, je pense que les gens ne le disent pas non plus. On a des fermes d'éoliennes, on fait beaucoup de recherches sur l'énergie marémotrice. Enfin, énormément d'investissements sont entrepris aujourd'hui. Néanmoins, le pétrole est toujours là. Et je ne cite que la Banque mondiale ou le président de Total Energy. Envisager des énergies renouvelables, évidemment, mais le pétrole ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc il faut aussi accompagner cela. Et c'est grâce aux profits générés par le pétrole qu'on peut financer l'énergie verte. Donc il faut se garder d'être trop manichéen sur le sujet. Mais la finance verte aujourd'hui, c'est encore un marché de niche ou c'est déjà le cœur du modèle bancaire de demain? Non, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un marché de niche. Quand on a, nous, pour prendre l'exemple encore de FAB que je connais, 105 milliards de crédits verts aujourd'hui par rapport à un global d'environ 350, ça fait quasiment un tiers, si je compte bien, ce qui est déjà très important à la fin 2025. Donc on va largement au-delà de la niche, entre guillemets, et c'est beaucoup plus un sujet de conviction. Je signale d'ailleurs, on en revient à elle, que ma directrice générale, Anna Al-Rossamani, est la présidente de l'Alliance bancaire Net Zero, qui d'ailleurs connaît beaucoup de soubresauts, en particulier à cause de l'attitude des banques américaines, influencées par leur président, qui remettent en cause, entre guillemets, beaucoup de choses sur le sujet. Nous, ça n'est pas le cas. Nous avons confirmé notre ancrage dans cette alliance, qui est importante, parce qu'elle oblige tous les financiers du monde à réfléchir, non pas comme un marché de niche, mais un vrai marché de conviction. Allez, un petit mot d'actualité, puisque vous êtes président du Cercle des banques étrangères en France, on l'a dit en début d'entretien. Quel est le regard des banques étrangères rapidement sur la situation française? Écoutez, il est attentif, on va dire. Un peu de préoccupation, évidemment, depuis les malencontreuses décisions politiques qui ont des conséquences probablement qu'on n'avait pas imaginées. Je lisais ce matin en venant au studio que les deux co-dirigeants de JP Morgan ont indiqué qu'un déménagement, je cite, était toujours possible. Vous savez, JP Morgan est un exemple emblématique. D'abord parce que son président est proche du président Macron, Jamie Dimon, qui est une des stars de nos métiers, si je puis dire, de la Banque internationale, et qui a été très très pro, on va dire, gouvernement Macron divers et variés, depuis 2017. Que ces deux dirigeants français aujourd'hui, enfin basés en France, estiment que la situation qui a prévalu depuis 7 ans pourrait évoluer est quand même une indication qu'on ne peut pas ignorer. La plupart des banques du cercle des banques étrangères aujourd'hui sont aussi implantées depuis très longtemps. Je n'ai pas ressenti de volonté de changer tout ça. Néanmoins, évidemment, l'absence de budget, évidemment, les incertitudes politiques françaises pèsent. L'avantage aussi que nous avons, nous, encore une fois, FAB, c'est le temps long. Et le temps long indique que notre horizon de gestion, c'est pas 2027. C'est 2057. Ça, c'est plutôt positif pour la France. Allez, très rapidement, un dernier message aux jeunes qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans une carrière, dans une banque internationale. Écoutez, d'abord, bienvenue. Je pense qu'il y a vraiment des opportunités très intéressantes. Aujourd'hui, moi, je le vois avec mes enfants. Les études se font quand c'est possible, évidemment, à l'étranger souvent. Le retour à la mère patrie, si je puis dire, n'est pas garanti du tout. Les banques étrangères vous offrent par principe des opportunités d'évolution. Au sein même de FAB à Paris, sur une petite équipe comme une 50aine de personnes, j'ai déjà réussi à détacher 3 salariés aux Émirats, un en Arabie Saoudite, depuis à peine 18 mois. Donc ça prouve que les opportunités existent chez nous comme elles existent dans beaucoup d'autres maisons. C'est un message positif pour tous les jeunes qui nous regardent. Merci beaucoup Christophe Bourlan. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro des décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Le groupe IFPAS en partenariat avec l'Hémicycle vous présente les décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Tout comprendre sur le marché,
ses enjeux, les stratégies et les perspectives d'évolution dans un monde qui change.